Sur les flancs du mont Louise, dans les Vosges alsaciennes, se trouve une auberge nommée le Struthof. Elle accueille depuis la fin du XIXe siècle touristes, skieurs et randonneurs venant prendre l'air frais, non loin de Strasbourg. Une trentaine d'années plus tard, à quelques mètres de celle-ci, est construit un nouveau bâtiment. Il est destiné à occuper plusieurs fonctions. Une salle de réception, tenant parfois lieu de réfectoire pour les randonneurs, mais également de salle de bal pour la population locale. Cette atmosphère heureuse s'achève dans les flammes du début de la Seconde Guerre mondiale et de la défaite française de juin 1940. Début 1941, la station de ski et ses annexes sont louées par la SS à la famille Hidou, propriétaire des lieux, pour y installer les premiers bâtiments du futur camp de concentration de Natzweiler. L'ancienne salle de bal est utilisée pour loger les premiers déportés, arrivés fin mai du camp de concentration de Sachsenhausen, situé en Allemagne. L'auberge abrite alors l'administration SS. Le terrain sur lequel est construit le camp définitif, ainsi que la carrière, sont loués à la mairie de Natzweiler, germanisée en Natzweiler, après l'annexion de fait de l'Alsace en 1940. Début 1942, les déportés sont transférés dans les premières baraques érigées dans le camp, situées 800 mètres plus haut. Vidé de ses occupants, l'annexe devient un entrepôt. Les derniers travaux du camp finissent en octobre 1943. Fin 1941, à Strasbourg, est créée une institution qui va jouer un rôle majeur dans la genèse de la chambre à gaz. Alors que l'université de Strasbourg a été déplacée depuis 1939 à Clermont-Ferrand, on inaugure dans ses locaux, en novembre 1941, la Reichsuniversität Strasbourg, université pour laquelle travaillent les enseignants-chercheurs dont le destin de certains va croiser celui du KL Natzweiler. Ce lieu d'enseignement et de recherche, vitrine du régime nazi en Alsace, a des liens directs avec la NNRB, ou Société pour la recherche et l'enseignement de l'héritage ancestral. Créée en 1935, c'est une structure SS plus politique que scientifique. Elle vise à prouver, quitte à inventer des preuves, la validité des thèses raciales hitlériennes. Parmi les nombreux chercheurs qui intègrent alors la Reichsuniversität, il n'est pas surprenant de trouver des membres de la NNRB. En 1942, plusieurs expériences sont menées sous la supervision de Heinrich Himmler. Certaines portent ainsi sur les gaz de combat, d'autres sur les recherches anatomiques concernant la supériorité de la race aryenne. Dès la fin 1942, le KL Natzweiler accueille une antenne de la NNRB et devient l'un des centres de recherche de la médecine nazie. Parmi les chercheurs, on trouve alors le professeur August Hirt. Né en Allemagne, mais de citoyenneté suisse, August Hirt est un nationaliste fanatique. Il obtient en 1921 la nationalité allemande après avoir fait ses études à Heidelberg. Son diplôme en poche, il devient professeur d'anatomie et directeur de plusieurs instituts avant de prendre la direction de celui de Strasbourg. Membre de la NNRB et de la SS, il évolue rapidement dans la hiérarchie. Il s'intéresse de près au camp de concentration de Natzweiler et aux cobayes que celui-ci pourrait lui fournir. Grâce au patronage d'Himmler, il se rapproche du commandant Joseph Kramer, qui fait aménager une chambre à gaz dans l'ancienne annexe. Le 12 avril 1943, Kramer informe par message la NNRB. La Kommandantur du KL Natzweiler informe que la Geselle a été achevée et a un volume de 20 mètres cubes. La chambre à gaz du KL Natzweiler est différente de celle qui émerge dans les centres de mise à mort en Pologne. Les camps de concentration, comme celui de Natzweiler, sont des camps où les déportés sont exploités pour des travaux pénibles dans des conditions de vie extrêmement difficiles, entraînant l'épuisement et souvent la mort. Les centres de mise à mort, quant à eux, sont des camps où les personnes déportées sont assassinées immédiatement à leur arrivée, dans le cadre des politiques génocidaires du régime nazi. Si certains camps de concentration, comme le KL Natzweiler, Mauthausen, Ravensbrück ou Dachau, sont dotés de chambres à gaz, celles-ci ont un but bien différent, généralement lié à l'élimination des déportés inaptes au travail, aux expériences ou à l'entraînement de la SS au port du masque à gaz. Un autre chercheur va utiliser la chambre à gaz pour pratiquer des expériences sur les détenus, le professeur Otto Bickenbach.
Otto Bickenbach est un virologue et biologiste enseignant à la Reich-Universität. Il arrive à Strasbourg lors de la création de l'université en novembre 1941, où il obtient, en 1943, la direction de la polyclinique de l'hôpital et est nommé professeur extraordinaire. Il reçoit les malades et enseigne tout en travaillant à l'institut de recherche de la faculté de médecine. Le 17 mars 1943, August Hirt note dans la fiche qu'il rédige sur lui: Otto s'est montré le plus intéressé pour profiter du matériel que le camp peut mettre à sa disposition. Otto Bickenbach pense alors avoir trouvé un antidote pour contrer les effets du phosgène, l'un des gaz de combat les plus meurtriers de la Grande Guerre, dont les nazis craignent l'usage par les Alliés. Cette solution miracle, c'est l'urotropine, découverte en 1939 à l'université de Heidelberg par le biais de tests sur des chats. Il mène, au Kehl Natzweiler, 2 séries d'expériences. La première a lieu en 1943. 24 déportés sont sélectionnés. Il leur administre de l'urotropine pour les protéger contre le phosgène, puis les enferme dans la chambre à gaz en leur ordonnant de casser une ampoule de ce gaz. Suite à des désaccords avec Hirt, l'accès au camp est provisoirement interdit au professeur Bickenbach. Celui-ci reprend ses travaux alors au fort Franzeki, aujourd'hui le fort Ney, un lieu secret dans la forêt au nord de Strasbourg. Il y poursuit ses expériences sur des chats. Il ne revient à Natzweiler que fin 1943, grâce à la protection de Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler. La seconde expérience a ainsi lieu en 1944. 16 déportés sont menés à la chambre à gaz. Bickenbach les sépare en 3 groupes. Le premier reçoit de l'urotropine par voie orale, le deuxième par intraveineuse, tandis que le dernier ne reçoit pas d'antidote et constitue ainsi le groupe témoin. En parallèle, les doses de gaz sont augmentées pour se rapprocher progressivement des conditions de combat. Ces nouvelles expériences ont des conséquences bien plus terribles que la première. 4 déportés de Tsigane perdent la vie entre le 15 juin et le 9 août 1944. Zirko Rebstock, Andreas Odossi, Adalbert Eckstein et Joseph Reinhardt. D'autres déportés souffrent alors de graves problèmes pulmonaires. Le 24 août 1945, Bickenbach est arrêté par l'armée américaine, mais relâché. À nouveau capturé, il est livré à la justice française en 1947. Il est jugé par le tribunal militaire de Metz en 1952. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il est d'abord condamné aux travaux forcés à perpétuité, avant que son jugement soit révisé pour une peine réduite à 20 ans, puis à 10, avant d'être amnistié en 1955. De retour en Allemagne, il reprend sa vie professionnelle jusqu'à sa mort, sans être inquiété, malgré les recours de plusieurs proches de ses victimes. En parallèle des travaux de Bickenbach, August Hirt utilise également la chambre à gaz de Natzweiler pour ses propres recherches. Bénéficiant du soutien sans faille de Himmler, il va y mener l'expérience la plus tristement célèbre du Kehl Natzweiler. 1942. August Hirt écrit une lettre au Reichsführer SS Heinrich Himmler où il expose son projet. Dans la perspective de la disparition totale des Juifs, Hirt veut constituer une collection de crânes judéo-bolcheviques afin de compléter les collections existantes. C'est par pur racisme et suivant les thèses de la Nénerbe que plusieurs personnes vont mourir. August Hirt est alors secondé par un anthropologue de la Nénerbe qui est envoyé à Auschwitz pour sélectionner des déportés. Le 30 juillet, 86 juifs, 57 hommes et 29 femmes quittent à Auschwitz à destination de Natzweiler où ils arrivent le 2 août. Le commandant Kramer procède au gazage des 86 juifs en 4 soirées. Les femmes les 11 et 13 août, les hommes entre le 16 et le 19 août 1943. Chaque jour, Joseph Kramer procède de la même manière. Les femmes, puis les hommes, sont conduits en camion vers l'ancienne auberge. Le commandant du camp leur ordonne de se déshabiller, prétextant une désinfection. Les futures victimes entrent alors dans la chambre à gaz. La porte se referme. Par une ouverture dans la paroi, le commandant verse de l'eau sur des cristaux de sel. La réaction chimique est immédiate et les cristaux se transforment en gaz. En quelques dizaines de secondes, les 15 victimes sont mortes. Après les gazages, les corps sont placés dans le fourgon cellulaire du camp, puis transportés à l'Institut d'anatomie de la Reich-Universität de Strasbourg, où les attendent August Hirt et ses 2 assistants, Otto Bong et Henri Pierre. À l'automne 1944, les Alliés s'approchent. Ordre d'évacuation.
Karl Brandt ordonne la destruction des preuves, et donc des corps. Tout doit disparaître. Pour éviter toute identification, le matricule tatoué sur l'avant-bras des déportés à Auschwitz doit être enlevé et les têtes incinérées à part. Hirt demande à ce secrétaire de détruire tous les dossiers de sa collection. Rien ne doit rester. Le 23 novembre, les Alliés libèrent Strasbourg et découvrent l'Institut d'anatomie. Quelques jours plus tard, le commandant Raphaël du service cinématographique de l'armée découvre par hasard les cadavres dans le sous-sol. Des enquêtes sont ouvertes par l'organe de recherche des crimes de guerre français. Henri Pierre, qui a dû assister Hirt, fournit des renseignements précis sur les 86 victimes grâce à la liste. En 2003, cette liste permettra à l'historien allemand Hans-Joachim Lang de retrouver le nom de ces personnes. Auguste Hirt n'assiste pas à son procès. Il se suicide le 2 juin 1945 pour éviter sa capture. Son nom apparaît lors des procès de Nuremberg en 1947. Les autorités françaises, ignorant sa mort, le jugent lors du procès de Metz en décembre 1952 et le condamnent à mort par contumace. Sa mort n'est confirmée qu'à la fin des années 50. Au total, ce sont donc plus d'une centaine d'hommes et de femmes qui sont victimes des expériences menées dans la chambre à gaz. 90 d'entre elles meurent au nom de la science nazie. Ce sont leurs noms et certains de leurs visages que vous voyez s'afficher dans ce film. L'éthique médicale, le serment d'Hippocrate ont tous deux été bafoués. Parmi les victimes de la chambre à gaz, on trouve Elisabeth Klein. Elle est née en mai 1901 à Vienne dans une famille juive. Elle avait émigré en Belgique en 1939 avec son mari pour échapper aux persécutions du régime nazi. Ce refuge belge s'écroule avec l'offensive allemande du printemps 1940. Elisabeth est arrêtée lors d'un contrôle d'identité le 13 février 1943, peu de temps après son mari, assassiné à son arrivée au camp. Séparée de son fils qu'elle ne reverra plus, elle est déportée à son tour à Auschwitz. Très malade, quand elle entend qu'on cherche des détenus volontaires pour une mission, elle y voit une porte de sortie. C'est ainsi qu'elle arrive au KL Natzweiler et fera partie des 86 victimes de Hirt. Elle avait 42 ans. Adalbert Eckstein, quant à lui, est né en février 1924 en Bavière dans une famille de musiciens tziganes. Arrêté le 6 mars 1943, il est déporté en décembre au KL Natzweiler à la demande du virologue Eugène Hagen qui souhaite mener ses expériences médicales. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1944, Eckstein tente de s'échapper avec son cousin, mais ils échouent. Leur condamnation à la peine de mort semble inévitable. Le cousin d'Adalbert raconte qu'ils étaient déjà sous la potence pour être exécutés quand le commandant du camp leur propose de rendre un dernier service à la patrie. Eckstein et son cousin doivent subir des expériences avec le phosgène. Le 15 juin 1944, Eckstein est exposé au gaz. Il fait partie du groupe témoin et ne reçoit ainsi aucune protection. Il meurt le 18 juin après avoir souffert pendant 3 jours. Il avait tout juste 20 ans. Dès 1945 apparaissent progressivement au camp différents monuments pour sauvegarder la mémoire du KL Natzweiler. En revanche, celui du bâtiment de la chambre à gaz n'apparaît qu'en 1951, lorsque celui-ci est classé en tant que monument historique. Leur nom enfin dévoilé, des plaques en hommage aux 86 juifs sont apposées en 2005 au niveau de la chambre à gaz, devant l'Institut d'anatomie et au cimetière de Cronenbourg. En avril 2015, le président de la République française, M. François Hollande, vient visiter la chambre à gaz, en présence de plusieurs personnalités européennes. Ils inaugurent les 2 stèles en granit qui se trouvent à l'extérieur de la chambre à gaz. L'une est en mémoire des 86 victimes de Hirt, l'autre pour les 4 personnes tziganes assassinées par le professeur Bickenbach. Tâchons, tous ensemble, de nous souvenir d'eux.